Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ludovic Jean revient sur les résultats sportifs du week-end, notamment la descente aux enfers du Stade brestois, mais aussi le bonheur des hockeyeurs de Brest et des volleyeuses de Quimper. Mais juste avant, le point sur l'actualité de ce lundi 8 avril 2013 dans le Finistère. Un ministre à domicile. Ce lundi, le Brestois Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, était en déplacement dans le Finistère. Au programme, la visite de plusieurs sociétés solidaires à Carhaix et Plougastel, un secteur que Benoît Hamon souhaite développer. Christophe Boucher a suivi cette visite ministérielle. En Bretagne, 14% des salariés travaillent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, contre 10% au niveau national. Benoît Hamon prépare une loi cadre qu'il présentera au gouvernement à l'automne. En déplacement à Carhaix, le ministre a constaté l'efficacité de cette économie au travers d'une SCOP et d'un garage solidaire. Il pèse lourd en Bretagne, il pèse lourd dans le Finistère, il répond à des besoins sociaux et en même temps, ça crée du boulot et de l'emploi durable. Aujourd'hui, le principal frein pour monter une entreprise dans le secteur de l'économie sociale et solidaire réside dans le financement du projet. Pour faire vite, il y a quelques banques qui sont des soutiens traditionnels de l'économie sociale et solidaire, mais il y a beaucoup de banques qui font pas leur métier, elles financent pas l'économie, encore moins l'économie sociale et solidaire. Pour pallier le travail des banques privées, le ministre délégué s'appuiera sur la BPI, la Banque publique d'investissement, et ses 500 millions d'euros de budget. La Banque publique d'investissement, elle répondra à la totalité des besoins qui sont ceux aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire. Je prends un exemple, une crèche associative, c'est une petite structure, ça peut aller aussi à un gros établissement associatif qui gère un établissement sanitaire et social ou une maison de retraite. Benoît Hamon souhaite largement développer les SCOP, les sociétés coopératives et participatives comme Aprobois et ses 82 salariés, dont 80% de personnes handicapées. Une entreprise marche, il ne faut pas forcément qu'elle soit dirigée par quelqu'un qui sort des grandes écoles, qui est plus spécialiste de finance que d'industrie, etc., etc. Ici, on a des industriels, des gens qui travaillent avec des personnes en situation de handicap et ils sont propriétaires de leur entreprise, ils réalisent des investissements, décident des options stratégiques et ça marche. En France, 2,4 millions de personnes travaillent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Briques à Sizun, un événement qui mélange briques et Sizun. Par briques, entendez le petit cube coloré danois, le Lego. Ce week-end, 26 exposants venus de tout l'Ouest ont présenté leur construction à Sizun pour la plus grande exposition de Lego de l'Ouest. Et plus de 3000 personnes sont retombées en enfance grâce à ce rendez-vous original. Julie Postolek est allée empiler quelques briques. Adepte des Lego depuis ses 3 ans, Théo est le plus jeune des exposants. Il construit au gré de ses envies. Là, on a la gare. Par là-bas, retourner, on a le garage. Là, on a le café. Moi, j'aimerais bien faire augmenter la taille de mon village. Ou bien construire une vraie maison dans laquelle on pourrait vivre. Ce serait trop bien. À côté de son village, le Stade brestois, des monuments historiques comme la Tour Eiffel et bien sûr les inévitables Lego Star Wars. Des briques colorées et modulables qui ont traversé plusieurs générations et s'adaptent aujourd'hui aux petites filles. Mais les fans ne sont pas forcément ce qu'on croit. Tu veux pas mettre du rouge? Nostalgique de ces briques, le directeur de l'école privée de Sizun a eu l'idée de cette expo avec les parents d'élèves. Le directeur est venu me voir, moi, président de parents d'élèves, en me disant, parlant de ça. Moi qui adore les Lego, mais qui le cachait avant, ne voulait pas en parler, j'ai décidé, j'ai dit oui, pourquoi pas. On a lancé le projet il y a 1 an aux parents d'élèves, en expliquant la chose. Ils ont été surpris, ils m'ont traité de fou au départ. Et ils se sont engagés avec moi dans le projet. Et voilà. Et tout l'argent qui va être récolté servira à faire des travaux au sein de notre école, une toiture, on va faire de la peinture, et puis la vie des enfants de l'école. Des parents d'élèves qui nous ont offert un petit cadeau en faisant rimer Lego avec TBO. 300 chevaux de trait et d'endurance ont fait le spectacle ce week-end à Morlaix. Le premier salon du cheval a attiré beaucoup de visiteurs, mais aussi de nombreux éleveurs de la région, désireux de faire connaître leurs chevaux en dehors de la Bretagne. Julie Postolek s'est rendue sur place.
En quelques minutes, Gilbert Lebras rend son fougueux étalon doux comme un agneau. Éleveur depuis 20 ans à Anvec de pur sang arabe, il compte bien faire repérer ses chevaux lors de ce salon, surtout dans son contexte morose. Ça attire beaucoup de monde. Il y a des contacts, des saillies, des produits qu'on montre. Moi, j'en ai vendu un, j'ai de la chance. J'en ai vendu un ce week-end, tant mieux. On se fait connaître par des gens d'autres régions. Je crois que pour nous, dans le secteur ici, c'est pas mal. Parce qu'on est quand même l'autre bout du monde. Le bout du monde, c'est bien là l'atout et l'inconvénient de la Bretagne, trop connue pour le cheval de trait et pas assez pour ses autres équidés. D'où une sensibilisation des jeunes et des moins jeunes, saut d'obstacles en poney, carrousel de Shetland ou encore concours d'endurance, toute la filière équine était représentée. La Bretagne est une terre d'élevage qu'on oublie, de chevaux de sport, de haute qualité, coincée entre la Normandie et les Pays de Loire. Et ça, on l'oublie un peu et on est caché là-dedans. Et donc, il faut le montrer. Alors, en Bretagne, on a aux alentours de 4000 élevages de chevaux et à peu près 27 000 équidés présents sur le territoire, ce qui nous place en global en 3e position en France. 3e, c'est aussi la place occupée par l'équitation sur le podium des sports les plus pratiqués en France, un sport où se mêlent parfois l'art et la grâce. 20 jours et 22 heures, c'est le temps qu'il a fallu à Erwan Tabarly pour relier Brest à Fort-de-France en Martinique. Le skipper a franchi la ligne d'arrivée de la Transat Bretagne-Martinique ce dimanche. Derrière lui, Gilda Morvan et Fabien Delahaye. Plus de détails dans le journal de bord de la Transat, tout de suite après cette édition. Et on continue avec le sport. Ludovic, bonjour. Bonjour Julie. Et après la voile, le foot. Et c'est une mauvaise semaine pour le Stade brestois. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière au Stade brestois avec l'éviction de Landry Chauvin, l'entraîneur, remplacé par Corentin Martins, le directeur sportif jusqu'à la fin de saison. Et puis les tensions entre le président du club, Michel Guyot, et le vice-président du club, Yvon Kermarek. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que tout cela n'a pas beaucoup aidé l'équipe à préparer son déplacement de samedi à Bastia. Les Bretons qui ont sombré en Corse avec une défaite 4-0 que l'on va voir en images. Les joueurs de Corentin Martins, ceux qui ont plutôt bien résisté en première période avant de concéder l'ouverture du score jusqu'avant la pause sur un coup franc de Wabi Kazri. Le début d'un long calvaire pour les Brestois qui vont rapidement encaisser un second but signé Thauvin au retour des vestiaires. Thauvin qui va inscrire un doublé à la 76e pour porter la marque à 3-0 avant que Modeste ne marque sur pénalty le 4e et dernier but. Bastia après l'expulsion du gardien Johan Hartog. C'est la 4e défaite consécutive du Stade brestois en Ligue 1, la 18e déjà depuis le début de saison. Et Ludovic, vous avez justement recueilli les propos de Corentin Martins, l'entraîneur par intérim du club. Il revient sur cette nouvelle défaite. Ce soir, après la déception, il faut surtout relever la tête des joueurs, repartir de l'avant et on n'a pas le choix de toute façon. Donc il faudra mériter notre maintien, il faudra faire les efforts qu'il faut et ensemble. Automatiquement avec le public, c'est sûr qu'on en aura besoin énormément. On espère qu'il sera là pour nous soutenir. Nous, en tout cas, on montrera une image et une envie d'aller chercher cette victoire. Alors Ludovic, quelles sont les conséquences de cette défaite sur le classement ? Brest concède à nouveau du terrain et glisse à la 19e place de Ligue 1. Alors autant dire que le prochain match à domicile face à Reims, 15e, samedi au stade Francis Leblé, s'annonce d'ores et déjà déterminant dans l'optique du maintien. Par contre, les hockeyeurs de Brest sont eux dans une belle phase, encore une victoire à leur actif. Brest qui l'a emporté, mais Brest qui s'est fait peur samedi après s'être imposé 2-1 à Neuilly-sur-Marne une semaine plus tôt lors de son quart de finale aller des playoffs d'accession en Ligue Magnus. Un match très serré entre les Brestois en bleu et Neuilly-sur-Marne en blanc qui va égaliser à 5 partout. En toute fin de partie, ont envoyé les deux équipes en prolongation. Les Albatros qui vont alors pouvoir compter sur le meilleur buteur de championnat, le Canadien Nicolas Parr qui inscrit le but de la victoire. Brest poursuit donc son aventure et va se mesurer à Reims en demi-finale. Match aller mercredi en Champagne, retour à Brest samedi et belle éventuelle dimanche, toujours à Brest. Et puis les hockeyeurs ne sont pas les seuls à l'avoir remporté ce week-end. Les volleyeuses de Quimper ont aussi fait une belle opération ce week-end. C'était une affiche au sommet de division 2 féminine entre Quimper 3e et Nancy le second, avec un enjeu de taille pour les Bretonnes puisque la 2e place sera synonyme d'accession en Ligue féminine en fin de saison. Et les Quimpéroises en noir n'ont pas manqué leur rendez-vous et se sont brillamment imposées 3-7-1 après avoir concédé le premier set. On voit en image la joie intense des Quimpéroises suite à cette 17e victoire de la saison.
Conséquence au classement, Quimper chipe la 2e place à Nancy. Il ne reste plus que 2 rencontres avant la fin. Premier acte samedi sur le terrain du leader Terville, suivi de la réception d'Amiens. Ce sera le samedi 20 avril lors de la dernière journée. Et puis Ludovic, quels sont les événements sportifs à noter dans les agendas pour la semaine qui vient? Principalement 2 étapes de la Coupe de France de cyclisme le week-end prochain avec le Tour du Finistère qui arrivera à Quimper samedi, suivi du Paris-Roubaix breton avec le Trobro-Léon dimanche sur les routes et Ribinou du Nord Finistère avec une arrivée sur le circuit final de l'Anilis. Merci Ludovic, on vous retrouve la semaine prochaine. Avant de refermer cette édition, félicitations à notre collègue Fabrice Locke qui a achevé ce dimanche le marathon de Paris en 4h31. Bravo à lui, quant à nous, on se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO.